Bonjour et bienvenue dans cet atelier qui vise à vous informer davantage sur le programme de sciences de P3 et de P4. Alors, il est à noter qu'au vu de la durée de cet atelier et du format forcément distanciel, il s'agira davantage d'une information que d'une formation à proprement parler. Nous utiliserons en fait ici la porte spécifique de la discipline des sciences pour nous approprier la structure du nouveau programme. Tous les contenus, savoir, savoir-faire, compétences sont bien extraits du référentiel, il s'agit du quoi, et vous trouverez évidemment dans ce programme des pistes et des outils proposés par les membres du CEGEC afin de vous aider à mettre en œuvre ces contenus dans votre classe. Là, il s'agit alors du comment. Dans le volume 3 des programmes, vous retrouverez la partie dédiée aux sciences. À la page 128 déjà, nous retrouvons la structure de la discipline, c'est-à-dire une introduction générale à la page 129, en sachant que chaque champ possède bien son introduction spécifique. La présentation des visées des sciences à la page 131, l'explication de la démarche d'investigation à la page 133. Ensuite, nous retrouvons bien entendu les trois champs. Chacun d'entre eux dispose d'une intro spécifique, puis développe les compétences, savoirs et savoir-faire que l'on retrouve dans le référentiel, ainsi que les pistes proposées par le réseau. Enfin, un glossaire et une bibliographie sont proposés en fin de discipline. La page 129, via son introduction générale, nous présente ce que sont les sciences, pourquoi les étudier et établit des liens avec d'autres domaines. Alors, celle-ci nous rappelle bien entendu que les sciences sont l'étude de l'organisation du monde naturel ainsi que des phénomènes qui s'y déroulent. Par rapport à leur pertinence académique, nous pourrions évidemment mentionner le lien avec de grands enjeux de ce siècle, par exemple la santé, l'environnement, le climat. Et bien entendu, les activités de mise en lien du programme et plusieurs pistes visent aussi à sensibiliser au STIAM. Il s'agit d'un acronyme qui désigne les sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques. Cette discipline possède donc des liens interdisciplinaires évidents avec d'autres disciplines telles que la FMTT, les mathématiques, l'éducation culturelle et artistique, l'éducation physique et à la santé, mais également le français, l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, l'éducation relative à l'environnement. Ces liens interdisciplinaires sont évidemment mentionnés à travers les liens en couleur et entre crochets dans les pistes proposées par le réseau. À la page 130, nous faisons face à une vue d'ensemble du tronc commun. On voit du coup que les thématiques ne sont pas travaillées chaque année. Elles sont envisagées de façon spiralaire de la maternelle à la troisième secondaire. Les relations vivant-milieu, par exemple, sont travaillées en maternelle, en première année, ensuite en P3-P4 et enfin en première-deuxième secondaire. Maintenant, pour savoir ce qui se cache derrière cette thématique, il faut consulter alors le tableau de continuité qui lui est présenté dans l'introduction du champ des vivants à la page 145. On voit dès lors, à la page 145, que les relations vivant-milieu correspondent en fait aux animaux et à leur milieu de vie, aux besoins des plantes vertes et aux relations alimentaires entre vivants. Toujours à la page 130, ce tableau évidemment nous présente l'organisation de la discipline au sein du programme par rapport au contenu travaillé en P3-P4. On y trouve 3 champs contre 4 champs en maternelle, puisqu'en maternelle, l'environnement est un champ à part entière et que pour les années du primaire, celui-ci est considéré de manière transversale, il est intégré aux 3 champs que sont les vivants, la matière et l'énergie. Dans chaque champ, on retrouve les rubriques à 2 chiffres et les rubriques spécifiques à 3 chiffres. La page 131 nous présente les visées de la discipline. Celles-ci sont une spécificité des sciences. Elles ne constituent pas un apprentissage à part entière, elles sont en fait activées lors du développement de savoir et de savoir-faire issus des 3 champs. La visée 1 correspond aux démarches d'investigation que nous ferons vivre à nos élèves. La visée 2, elle, correspond à des savoirs et savoir-faire issus du programme. Autrement dit, nous sommes vraiment dans les contenus.
Alors, les visées 3 et 4 seront illustrées dans les dias suivantes. La troisième touche justement à l'évolution permanente des connaissances scientifiques. Il est clair que ce que nous connaissons aujourd'hui va bien plus loin que les connaissances telles qu'elles étaient arrêtées il y a 10 ans, 50 ans, 100 ans, et que de nouvelles connaissances remettent en permanence en cause les classements actuels. La quatrième visée, elle, touche vraiment aux différents choix que vos élèves pourront mener de manière éclairée grâce aux connaissances scientifiques qu'ils ont acquises. Par exemple, des choix en termes de santé, consommation, environnement. Partons à la découverte de deux exemples qui viendront illustrer la visée 3 et la visée 4. Ce cadre que l'on peut retrouver à la page 175 du programme dans les balises essences est une bonne illustration de la visée 3. Il touche en fait au schéma du cycle de l'eau qui sont très souvent réducteurs de la réalité puisqu'ils représentent tous à peu près d'une même manière ce fameux cycle de l'eau avec par exemple une évaporation au niveau de la mer, des précipitations de neige au niveau des montagnes et donc il attire notre attention sur l'esprit critique que l'on doit développer auprès de nos élèves quand nous faisons face à ces différents schémas. Ce cadre que l'on peut retrouver à la page 171 illustre pour sa part la visée 4. Il présente en fait dans les balises essences les besoins apparents en eau qui auront été appréhendés par les élèves. Dans la foulée de cet apprentissage, bien entendu, les enfants vont toucher au cycle de l'eau potable et il paraît logique que dans la foulée de ces apprentissages, ils soient amenés à poser de meilleurs choix en termes de consommation et évidemment de préservation de l'eau qui nous entoure. Les pages 133 à 143 développent quant à elles les démarches d'investigation scientifique. Pourquoi les démarches? Car évidemment, il n'existe pas qu'une seule manière de mener une démarche d'investigation. De fait, plusieurs chemins sont possibles. On peut observer, expérimenter, analyser, débattre, inviter des personnes, ressources, etc. Dans une démarche, on retrouvera trois grandes étapes représentées par trois codes couleurs ainsi que des pictogrammes. En rouge, l'étape du questionnement. En vert, l'étape de la recherche avec plusieurs modes de recherche qui ont été mentionnés. Et en bleu, l'étape de la structuration. Il est à noter qu'une quatrième étape qui, quant à elle, est transversale, est représentée ici en orange, complète cette démarche. Il s'agit de celle de garder des traces. On doit l'activer, on doit garder des traces à chacune des trois autres grandes étapes de cette démarche. On gardera donc des traces au moment du questionnement de départ et des hypothèses. On gardera des traces de la recherche et on gardera des traces de la structuration au moment où l'on vérifie si l'on a bien répondu à la question de départ. Attention, il est à noter qu'il est demandé de faire vivre aux élèves trois démarches d'investigation complètes sur une année scolaire. Les démarches d'investigation scientifiques sont ici envisagées sous deux angles différents. Premièrement, comme une méthodologie pour faire acquérir aux élèves la maîtrise de savoir et savoir-faire contenus dans les trois champs d'apprentissage, autrement dit la visée 2 des sciences. Et ensuite, la démarche d'investigation doit être travaillée pour elle-même afin de développer des attitudes de petits scientifiques, ce qui correspond peu ou prou à la première visée des sciences. Chaque étape de la démarche contient évidemment des attendus en termes de savoir-faire chez les élèves. La posture de l'enseignant est primordiale pendant que les élèves vivent cette démarche d'investigation. La page 135 du programme nous propose quelques conseils d'ordre général. Ceux-ci sont complétés aux pages suivantes par des conseils plus spécifiques à chaque étape de la démarche. Voici quelques conseils d'ordre général. Laisser les élèves prendre une part importante dans le déroulement de la démarche, leur permettre d'imaginer, d'anticiper le résultat d'une expérience, alterner évidemment des moments individuels, collectifs, semi-collectifs, confronter ces résultats avec ceux des autres élèves, évidemment identifier en fin de séquence ce que l'on a appris ainsi que la manière de laquelle nous avons pu l'apprendre.
Les pages 136, 138, 140 et 142 vous présentent quant à elles les attendus propres à chacune des étapes de la démarche. Prenons une double page en exemple afin d'en expliquer la structure. Ici, la page 136 et la page 137. Comme mentionné, on retrouve en page de gauche les attendus en lien avec la démarche d'investigation. En page de droite, on retrouvera alors des pistes pour les travailler en classe avec ses élèves. Les liens entre crochets vous renvoient vers les champs. Zoomons maintenant sur cette double page. En page de gauche, la page donc 136, on retrouve les attendus pour l'étape se questionner. Il est à noter que lorsqu'un attendu est précédé d'une flèche oblique, cela signifie que le savoir-faire doit être travaillé, mais que l'élève n'est pas encore tenu de le maîtriser en fin d'année. Il ne fera donc pas l'objet d'une évaluation sommative. Il est donc fréquent, ici et sur les pages suivantes, de retrouver le même savoir-faire en troisième qu'en quatrième année, car celui-ci est initié en P3 et la maîtrise en est attendue en P4. Un exemple en bas de page ici avec l'intitulé Proposer des explications et les confronter à celles des autres, qui doit être déjà amorcée en troisième, mais dont la maîtrise sera attendue en quatrième. Observons maintenant les informations que l'on retrouve sur la page voisine, autrement dit la page de droite, la 137. Parmi les outils proposés par le réseau, on retrouve systématiquement sur ces fameuses pages de droite les balises essence. Celle-ci vous propose une mise en contexte grâce à des informations issues de la recherche au service d'une meilleure compréhension des apprentissages visés. Les pages de droite, dédiées aux démarches d'investigation, proposeront également systématiquement des conseils quant à la posture de l'enseignant à chaque étape de ces mêmes démarches. Dans ce volet dédié aux démarches d'investigation, les étapes sont également illustrées par des pistes issues des trois champs. Il est donc possible de retrouver ces pistes en se rendant à la rubrique spécifique concernée. Ici, les pistes sont par exemple classées selon le type de situation de départ qui entraîne le questionnement, dans lesquelles on retrouve les situations fortuites, provoquées et l'appel au vécu, ce qui pourrait vous donner quelques suggestions de questionnement de départ à faire vivre à vos élèves. La carte mentale est un outil que le réseau trouve particulièrement intéressant puisqu'il s'agit d'un outil permettant de garder une trace des hypothèses émises par les élèves, tout comme elle permet de faire évoluer les représentations initiales en validant ou invalidant chacune d'elles après une expérimentation ou une recherche. On peut y revenir évidemment après l'investigation pour faire évoluer ces représentations. Nous n'analyserons pas ici chaque attendu des trois étapes de la démarche, mais nous préférons attirer votre attention sur quelques idées permettant de la faire vivre à vos élèves. Bien, voici des exemples pour l'étape investiguer. Pour investiguer, nous pouvons observer un animal, rechercher des infos dans des livres, réaliser une expérience, regarder des capsules vidéo, partir à la rencontre de personnes ressources ou les inviter en classe, réalité des visites, etc., etc. Voici quelques exemples pour travailler l'étape structurée à travers des outils tels que l'enregistrement vidéo, audio, des panneaux d'ancrage, des photos, des dessins, des schémas, des expos, des blogs. Des outils tels que le Padlet également peuvent servir à conserver des traces de ce qui a évidemment été mené comme recherche en classe. Alors, l'importance des traces a été mise en avant à plusieurs reprises, puisqu'il est clair qu'une démarche d'investigation se vit sur plusieurs jours, voire parfois plusieurs semaines. Sans traces, il serait difficile d'en assurer le suivi. De la même manière, en gardant des traces de toutes les hypothèses émises par les élèves, on pourra les explorer les unes après les autres. Pour créer la structuration, de la même manière, nous avons besoin de garder des traces de l'ensemble de la recherche qui avait été menée. Et donc voici quelques idées pour garder trace de chacune des étapes de cette démarche. Premièrement, évidemment, la carte mentale qui permettait ce fameux brainstorming de départ, ainsi qu'évidemment une trace finale de la recherche menée, mais également des outils tels que les carnets d'expérience,
carnet de traces individuel ou collectif qui permettent évidemment de noter tout au long de cette recherche les principaux éléments qui ont été observés par la classe. Entrons maintenant à proprement parler dans les différents champs des sciences afin d'en explorer les savoirs, savoir-faire et compétences. La page 144 nous présente la table des matières du champ des vivants. On voit qu'elle démarre par une introduction, suivie d'un tableau de compétences, lui-même suivi directement d'une activité de mise en lien qui illustrera une compétence de la page précédente. Enfin, nous pouvons voir que trois grandes rubriques seront travaillées dans ce champ des vivants. Premièrement, les besoins des plantes vertes, ensuite la nutrition des humains et enfin les relations alimentaires entre vivants. À la page 145, l'on retrouve un tableau de continuité. Il détaille les contenus d'apprentissage qui se cachent derrière chaque thématique. Il y a deux manières de le lire. Premièrement, une lecture verticale permet d'identifier les contenus propres à chaque année. Une lecture horizontale, elle, permet une vue dans la continuité par thème. Au niveau de la continuité, on peut par exemple voir que chaque contenu n'est pas activé chaque année en vue d'une meilleure répartition des apprentissages. Par exemple, les élèves de 4e aborderont le sujet de la nutrition. Ce tableau nous permet d'identifier que des prémices ont été placées en P1 lors de l'étude de l'alimentation des humains. Et sachez qu'évidemment, les élèves de première ont appris à manger local et de saison avec leur enseignant. À la page 146, l'on fait face à un tableau qui permet de situer les apprentissages en cours par rapport à ce qui s'est passé avant et ce qui se passera après. Il reprend en fait les éléments de la page précédente, mais en les explicitant davantage. Sur la page voisine, donc à la page 147, l'on retrouve le tableau de compétences. Elle reprend donc les trois compétences qui composent le champ des vivants et que l'on retrouvera plus loin dans les rubriques et rubriques spécifiques. Le pictogramme placé dans la deuxième case, ici dans la deuxième compétence, nous renvoie vers une activité de mise en lien qui illustrera à la page suivante une manière de la développer. Tournons la page pour découvrir évidemment cette activité de mise en lien. À la page 148, du coup, évidemment, la double page pour déployer cette activité de mise en lien. Au niveau de l'acronyme, on parlera souvent d'AML. Celles-ci sont systématiquement présentées dans la foulée du tableau de compétences. Pour aborder la meilleure lecture de cette activité de mise en lien, je vous conseille de démarrer évidemment par une vérification de l'attendu en lien avec la compétence. Nous voyons ici que nous faisons face à un attendu de 4e année qui est représenter et expliquer comment les aliments permettent d'approvisionner le corps humain en nutriments pour ses besoins en matière et en énergie. Ensuite, il est plus simple de démarrer par la page de droite qui vous fait le petit film de la séquence, c'est-à-dire premièrement une mise en situation rédigée en style direct. Ici par exemple, chaque jour vous apportez une collation, regardons ce que vous avez dans votre sac aujourd'hui et comment ce que vous mangez apporte de l'énergie à vos muscles. Ensuite, l'on retrouvera l'activité décrite en 4 étapes. Il s'agit ici évidemment d'une contrainte de mise en page, donc les activités de mise en lien seront toujours explicitées en 4 étapes. On voit que dans l'activité de mise en lien, les 4 étapes sont toujours marquées des pictogrammes qui nous rappellent évidemment à quel moment de la démarche d'investigation nous nous retrouvons. Sur la page de gauche, on retrouve les éléments qui avaient été mobilisés autour de cette séquence d'apprentissage, mais cette fois-ci placés sous forme d'un schéma en toile d'araignée. D'autres informations viennent enfin compléter celles qui ont déjà été explicitées. Premièrement, en début d'activité, on peut voir les étapes de la démarche d'investigation ainsi que les visées des sciences qui sont activées. De plus, on pourra également faire face à différentes difficultés
qui ont été anticipées ici et donc des propositions d'actions de soutien à mettre en place auprès des élèves si nécessaire. En fin d'activité, vous seront présentés différents prolongements possibles ainsi que d'autres suggestions d'AML travaillant la même compétence si celle-ci ne vous inspire pas. Partons maintenant à l'exploration des pages nous présentant les rubriques et rubriques spécifiques mettant en musique les savoirs, savoir-faire et compétences des référentiels. Les pages de gauche présenteront toujours des contenus d'apprentissage. Les pages de droite, elles, proposeront des recommandations méthodologiques, des pistes pour l'apprentissage, des exemples de structuration ainsi que des pistes de continuité vers les années suivantes. Alors, découvrons les savoirs, savoir-faire et attendus de chaque rubrique spécifique de ce champ des vivants. Nous voyons ici que nous démarrons par une rubrique en lien avec les besoins des plantes vertes. Les élèves, au niveau de la rubrique spécifique, devront donc identifier des plantes de l'environnement proche ainsi que leur cycle de vie. On va y retrouver différents savoirs, comme par exemple citer des plantes, identifier des parties de la plante à fleurs, préciser que les graines sont contenues dans un fruit. Il est intéressant à noter qu'au niveau des savoirs, nous retrouverons pratiquement systématiquement un cadre qui vous présente le vocabulaire lié à ces notions et donc les notions incontournables, les mots de vocabulaire incontournables à présenter aux élèves de nos classes. Dans notre exemple, des mots tels que graines, tiges, racines, feuilles, fruits, fleurs, plantes à fleurs, humidité, air, eau et lumière devront avoir été présentés en cours d'apprentissage. Les balises essences de la page voisine nous invitent à activer la visée 4 des sciences, c'est-à-dire à sensibiliser l'élève à la préservation de la biodiversité locale. Cette page illustre également, cette fois-ci via des pistes distinctes, deux savoirs de la page de gauche, qui sont arbres et plantes de l'environnement proche, et deuxièmement, anatomie des plantes à fleurs, fruits, tiges, racines, feuilles, graines, fleurs. Avant de lire à chaque fois ces pistes, je vous conseille vraiment de repérer les savoirs, savoir-faire ou rubriques, parfois voire rubriques spécifiques, qui sont illustrées justement à travers les pistes. On voit ici donc bien 4 pistes distinctes. Donc, pour travailler les deux savoirs mentionnés, je pourrais, avec mes élèves, photographier des plantes dans le quartier, retrouver une plante sur base de sa description, identifier une plante invasive de notre environnement proche, voire encore reconnaître la partie comestible d'une plante du potager. Deux éléments se retrouvent en bas de page. Premièrement, des exemples de structuration que nous pourrions réaliser avec nos élèves en lien avec certains savoirs, savoir-faire de la page de gauche. Et enfin, une mise en perspective par rapport à ce que l'enfant développera dans les années suivantes. À la page 152, nous faisons face à une nouvelle rubrique spécifique en lien avec la germination d'une plante à fleurs. Nous voyons déjà qu'elle nous invite à activer l'une des 3 démarches d'investigation à faire vivre annuellement à nos élèves, cette fois-ci autour de la germination de la plante à fleurs et donc à la réalisation de semis pour déterminer les conditions dans lesquelles une plante, une graine évidemment, germera. Les attendus de la page suivante nous présentent donc ici d'autres savoirs en lien avec les besoins des plantes vertes. À la page 153, on observe cette fois-ci un exemple d'activité qui est déployé en 4 étapes. Il s'agit bien de 4 étapes décrivant la démarche d'investigation que l'on pourrait faire vivre à nos élèves de 3e année. Donc, on est bien ici dans une description en 4 étapes plutôt qu'en 4 pistes telles que l'on l'avait vu sur la page précédente. Dans ce même volume des programmes, l'on peut retrouver des attendus propres à la formation manuelle, technique et technologique, ici évidemment moins en lien que le volet numérique. Alors celle-ci serait en lien avec la germination, la croissance des plantes, mais davantage dans une dimension technique, un protocole de culture. Il va de soi qu'il sera donc intéressant en classe de travailler les deux aspects en parallèle plutôt que de les travailler à 2 moments différents de l'année.
À la page 154, on retrouve différents savoirs et savoir-faire en lien avec cette deuxième rubrique qui est celle de la nutrition des humains, un sujet à l'adresse des élèves de quatrième année. La compétence ici est de représenter et expliquer comment les aliments permettent d'approvisionner le corps humain en nutriments pour ses besoins en matière et en énergie. Sont donc explicités toute une série de savoirs en lien avec quelques règles d'hygiène de vie, l'alimentation saine, l'activité physique, par exemple, la nécessité évidemment de transformer les aliments en nutriments, ainsi que la manière de les transporter, d'écrire ce fameux trajet des aliments, identifier le sang comme un moyen de transporter les nutriments dans le corps humain. Comme d'habitude et comme tout à l'heure, l'on retrouvera bien entendu un cadre spécifique au vocabulaire et l'on voit bien que le savoir-faire est vraiment en lien avec cette représentation du trajet des aliments dans le tube digestif. Nous vous avons mis sur cette dia un exemple de structuration qui pourrait venir illustrer cet apprentissage vécu en classe. Voici à la page 156 qui nous présente différents éléments, cette fois-ci en lien avec les régimes alimentaires. Premièrement, il est important de bien cerner le concept de régime et d'éviter toute confusion dans l'esprit de nos élèves puisqu'il s'agit bien d'un mot polysémique, d'un mot qui possède plusieurs sens. Dans la rubrique, dans le bandeau de la rubrique spécifique, on peut voir un pictogramme en forme de poignée de main. Celui-ci renvoie en fait vers de possibles liens vers l'éducation, à la philosophie et la citoyenneté. Pour rappel, évidemment, dans un idéal, l'EPC est contextualisé à des séquences d'apprentissage et des événements de classe plutôt que travailler de manière isolée, de manière morcelée. Bon, voici quelques exemples de liens EPC que nous pourrions tisser à partir de cette rubrique spécifique. Bien, nous pourrions parler des choix alimentaires possibles, de la question des élevages de masse, de la question de la chasse, par exemple. À la page 158, nous faisons cette fois-ci face à des savoirs et savoir-faire en lien avec la description des chaînes alimentaires. Et donc, bien, les élèves seront capables, évidemment, dans ces différents attendus, d'expliquer en quoi la disparition ou l'apparition d'un maillon peut modifier une chaîne alimentaire. Dans les différents savoirs qui seront développés, ils verront donc la notion de prédateur, proie. Ils reconnaîtront la plante verte comme un premier élément d'une chaîne alimentaire. Ils seront amenés à utiliser différents termes tels que est mangé par, maillon, chaîne alimentaire, proie, prédateur. Et bien entendu, en termes de savoir-faire, ils seront amenés à pouvoir représenter ces différentes chaînes alimentaires par les flèches adéquates, évidemment, entre les différents maillons. Explorons sans plus tarder le champ de la matière qui est construit exactement de la même manière que le précédent, c'est-à-dire une introduction, un tableau de compétences, une activité de mise en lien et ensuite évidemment les rubriques et rubriques spécifiques. On voit ici qu'au niveau des rubriques qui seront déployées, nous parlerons de la gestion de l'eau ainsi que du cycle naturel de l'eau et ses changements d'état. Le tableau de la page voisine nous permet de remarquer que la question de la gestion de l'eau est adressée aux élèves de troisième année, alors que les apprentissages en lien avec le cycle naturel de l'eau et les changements d'état sont eux évidemment à l'adresse des P4. Il est intéressant de mentionner qu'en deuxième année, les enfants ont déjà placé des prémices en lien par exemple avec ces fameux changements d'état, mais cette fois-ci à travers la question de la météorologie. Si l'on creuse cette fois-ci les attendus en lien avec chacune de ces deux compétences, nous pouvons voir qu'en troisième année, l'attendu est vraiment de mettre en évidence l'impact de notre mode de vie sur la gestion de l'eau, et qu'en quatrième année, nous sommes vraiment dans cette description du cycle naturel de l'eau. Un bref passage par le tableau de la page 162 nous permet de remarquer, comme dit tout à l'heure, qu'en deuxième année, l'élève a déjà découvert plusieurs choses. Il s'est rendu compte, par exemple, que l'eau peut exister à l'état liquide, solide et gazeux, et c'est à travers des observations de phénomènes météorologiques qu'il a fait évidemment ce constat. Il sera donc intéressant et même important de partir des connaissances préalables de l'élève et de réactiver ce qu'il savait déjà. La double page suivante, que l'on retrouve aux pages 164 et 165, nous propose une activité de mise en lien à l'adresse des élèves de troisième année et donc en lien avec cette question de la préservation de l'eau.
Elle démarre par le visionnage d'un court-métrage, qui est le court-métrage L'or bleu, et invite les élèves de la classe à s'interroger sur la nécessité de préserver l'eau. Si c'est une activité qui vous inspire, je vous invite alors à en lire le descriptif et pourquoi pas à la faire vivre à vos élèves. La page 166 nous fait entrer dans la première rubrique de la matière qui est celle de la gestion de l'eau et donc de la rubrique spécifique caractériser les propriétés physiques de l'eau liquide. Au niveau des savoirs et savoir-faire, les enfants apprendront à appréhender la notion de mélange, ils découvriront différentes caractéristiques physiques de l'eau à l'état liquide et ils seront amenés à comparer différentes eaux rencontrées. La page 168 nous présente, elle, les attendus en lien avec le cycle anthropique de l'eau, c'est-à-dire le cycle de l'eau potable. Les élèves seront amenés ici à représenter le chemin de l'eau depuis l'eau potable jusqu'à l'eau usée. Ils verront donc différentes notions telles que la provenance, la station de captage, la station d'épuration, le château d'eau, les usages quotidiens de l'eau. On voit qu'une démarche d'investigation est clairement suggérée dans le deuxième savoir-faire, qui est celui d'imaginer de réaliser une expérience simple permettant de bien comprendre le fonctionnement d'un château d'eau. La rubrique spécifique suivante, que l'on retrouve à la page 170, vise à décrire l'impact de notre mode de vie sur la gestion de l'eau et donc forcément à mettre en avant des gestes pour la préserver. Dans un premier temps, les élèves estimeront, compareront des consommations d'eau à partir de gestes du quotidien qu'ils peuvent vivre à l'école, par exemple se laver les mains, faire la vaisselle, passer aux toilettes. Dans un deuxième temps, évidemment, ils seront amenés à proposer des gestes permettant d'économiser au mieux l'eau qui les entoure. La page 172 nous présente une deuxième rubrique de la matière en lien avec le cycle naturel de l'eau et les changements d'état. Changements d'état qui constitue ici la première rubrique spécifique. Au niveau des savoir-faire, par exemple, qui sont présentés, on peut voir qu'il est suggéré de faire vivre à nos élèves une démarche d'investigation, puisqu'ils seront amenés à montrer expérimentalement les différents changements d'état de l'eau. De la même manière, certains mots de vocabulaire nous invitent à bien installer certaines nuances, par exemple à bien différencier des notions telles que évaporation et ébullition. La rubrique spécifique de la page 174 nous mène cette fois-ci à travailler avec nos élèves de quatrième année le cycle naturel de l'eau. On en revient évidemment dans les notions incontournables en lien avec cet apprentissage, c'est-à-dire par exemple réaliser une représentation légendée du cycle de l'eau dans lequel nous retrouverons des informations en lien avec les changements d'état, évaporation, condensation, solidification, fusion, les déplacements de l'eau à travers les précipitations, le ruissellement, l'infiltration, et évidemment les réserves d'eau qui en découlent au niveau de l'eau de surface et des eaux souterraines. Sans plus tarder, partons donc à la découverte du troisième et dernier champ des sciences, qui est celui de l'énergie, dont la table des matières se trouve à la page 176. On voit que cette table des matières est construite de la même manière que les deux autres champs, et qu'au niveau des rubriques qui seront travaillées, nous retrouverons des apprentissages en lien avec le son, la lumière et leur perception d'une part, et ensuite des apprentissages en lien avec les forces et l'appareil locomoteur. Le tableau de la page 177 nous permet de remarquer que le son et la lumière sont des apprentissages à destination des élèves de troisième année, tandis que ceux en lien sur les forces et l'appareil locomoteur sont à destination de leurs copains de quatrième. À la page suivante, le tableau de compétences nous permet de mieux cibler les attendus avec chacune de ces deux compétences. Nous remarquons dès lors que les enfants de troisième vont être amenés à proposer, expliquer des comportements appropriés pour se protéger des sons et de la lumière, en ayant justement bien compris comment les organes les perçoivent. Et enfin, pour les élèves de quatrième, ils seront amenés à repérer le muscle, les os et les tendons, et d'expliquer leur rôle pour permettre la flexion d'un membre.
Au niveau des préacquis dont disposent les élèves, on peut remarquer que certains prémices ont déjà été placés en première année, puisque les élèves se sont intéressés au concept de force. Ils ont par exemple essayé de bouger, attirer, déplacer des objets. L'activité de mise en lien de la double page suivante nous permet de partir à l'exploration de l'école puisqu'elle vise à se questionner sur comment atténuer le bruit du réfectoire. Elle illustrerait bien ici une compétence pour les élèves de troisième année. Si elle vous inspire, une fois de plus, je vous invite à la lire et à la faire vivre à vos élèves. Nous entrons ensuite, sans plus tarder, dans les rubriques et rubriques spécifiques en lien avec ce dernier champ. Première rubrique, évidemment, le son, la lumière et leur perception. Il s'agira tout d'abord de caractériser le système sensoriel. Les élèves vont donc associer les sens, par exemple, aux organes des sens, identifier le cerveau comme le grand chef d'orchestre, évidemment, qui permet de traiter les informations, ainsi que les nerfs comme le moyen de transport de ces mêmes informations. Une vidéo que l'on peut retrouver sur la plateforme Canopé, particulièrement intéressante, fait le descriptif justement de ce transport des informations des nerfs jusqu'au cerveau. Vous pouvez scanner le QR code qui est affiché à l'écran qui vous renverra vers cette fameuse vidéo. Alors, une note de bas de page, en page 184, attire notre vigilance sur l'importance de lier cette double page avec la suivante, puisque la page 184 va contenir tous les savoirs en lien avec le son et la lumière, tandis que la suivante va concentrer les différents savoir-faire qui doivent bien être mis en lien avec ces mêmes savoirs. À la page 184, on retrouve donc, pour commencer, les différents savoirs en lien avec le son et la lumière. On peut voir qu'ils sont structurés à peu près de la même manière, puisque nous allons à chaque fois nous intéresser à la source, à la notion de récepteur, de distance, voir qu'un son ou la lumière peuvent être renvoyés, freinés, arrêtés, s'intéresser évidemment à l'organe et au sens en lien avec le son et la lumière, et enfin voir différentes caractéristiques de l'un et de l'autre. Au niveau du son, voir qu'un son peut être fort, faible, aigu, grave, et au niveau de la lumière, s'intéresser à son intensité ainsi qu'à sa couleur. Il est à préciser que la structuration ici en lien avec la lumière est issue de la double page suivante. Sur cette fameuse double page suivante, donc la page 186, nous allons retrouver l'ensemble des savoir-faire en lien avec les savoirs listés sur la double page précédente. Nous voyons dans le savoir-faire, ici numéro 2, qu'il ouvre une porte vers une démarche d'investigation puisqu'il est demandé aux élèves de troisième année de montrer expérimentalement que le son et la lumière peuvent changer de direction et ou être atténués lorsqu'ils rencontrent certains obstacles. La page 188 nous présente une rubrique spécifique contenant différents savoirs et savoir-faire en lien avec le développement de comportements sains face au son et à la lumière. Après avoir repéré des situations dans lesquelles le son et la lumière sont trop intenses, les élèves seront donc amenés à énumérer un ensemble de précautions à prendre pour s'en protéger. À droite de cette dia, vous retrouvez un exemple de structuration qui pourrait résumer cette recherche. La page 190 nous emmène dans une nouvelle rubrique qui est celle des forces et de l'appareil locomoteur. La page 190, tout d'abord, est à bien relier avec la double page suivante, puisqu'elle va présenter la compétence ainsi que les premiers savoirs en lien avec cette rubrique spécifique. On peut repérer par exemple parmi ces quelques premiers savoirs le fait de repérer quelques os sur le squelette avec les incontournables qui sont présentés, radius, cubitus, péroné, tibia, etc. Le fait de savoir évidemment qu'un mouvement peut être commandé par le cerveau et que l'information circule par les nerfs. Énoncer les fonctions du squelette de soutien, de locomotion et de protection. Et comme d'habitude, notre incontournable cadre en lien avec le vocabulaire.
La page 192 nous présente le dernier savoir et un savoir-faire en lien évidemment avec toutes les notions déjà présentées à la double page précédente. Le savoir-faire, ici, vise à observer et réaliser une dissection mettant en évidence la relation entre les os et les muscles pour permettre le mouvement. Il est donc bien à mettre en lien évidemment avec toutes les notions de la double page précédente. De même, en page de droite du programme, vous retrouvez un exemple de structuration qui réexpliciterait la démarche qui a été vécue avec les élèves. Les pages 195 à 198 vous proposent un glossaire qui reprend et définit tous les concepts rencontrés dans le programme de sciences, concepts qui étaient la plupart du temps accompagnés d'un astérisque dans les pages de la discipline. La page 199, quant à elle, vous propose une bibliographie reprenant toutes les sources utilisées dans l'élaboration du programme de sciences. Il est à noter que différents outils que vous pourrez retrouver sur la salle des profs viendront au service de vos pratiques de classe et vous aideront à bien prendre en main ce nouveau programme de sciences. Premièrement, les tables de correspondance que l'on peut retrouver sur la salle des profs peuvent être téléchargées. Voici ce que vous aurez sous les yeux. La table de correspondance permet en fait une vue croisée de l'ancien programme, du nouveau et du référentiel. Elle nous indique les numéros de rubriques spécifiques correspondant aux anciennes compétences spécifiques. Elle permet également de mettre en évidence des éléments qui ne seront plus travaillés en P3 ni en P4, qui sont indiqués en rouge dans la colonne de l'ancien programme, ainsi que quelques nouveautés qui, elles, cette fois-ci, sont bien indiquées en bleu dans la colonne du nouveau programme. Ainsi, par exemple, nous voyons qu'au niveau des apprentissages que nous avions pour habitude de présenter en troisième, quatrième année avant, nous ne devrons plus nous occuper de l'appareil tégumentaire et ses fonctions de protection et de toucher, ainsi que de l'appareil respiratoire et les échanges gazeux, tout comme du classement vivant, non vivant, qui est cette fois-ci une matière à destination des élèves de première et deuxième année. Par rapport aux nouveautés de ce programme, nous voyons ici par exemple que la caractérisation des régimes alimentaires et que la description de chaînes alimentaires sont des contenus qui n'étaient pas travaillés et qui sont considérés comme de vraies nouveautés. Voici une série de sites qui pourraient vous aider dans l'élaboration de vos séquences d'apprentissage. Attention évidemment à bien vérifier si les contenus proposés correspondent bien aux attendus de première, deuxième présentés dans le programme. On retrouvera évidemment parmi ces sites la SBL Hypothèse qui propose des fiches d'activités, entre autres, le site Sciences Cadence, École en ligne et voici évidemment d'autres sites, d'autres sources intéressantes. Pour terminer, nous vous proposons un petit jeu auquel vous pouvez accéder en encodant l'adresse qui est affichée à l'écran et qui vous permettra d'évaluer votre compréhension de cet atelier. Voilà qui clôture l'atelier sciences, en espérant que vous y aurez trouvé de la clarté, des réponses qui vous permettront de faire vivre cette discipline au sein de vos classes. Bonne continuation à toutes et à tous.